Merci d'être venu aussitôt. Donc, je vais aujourd'hui vous parler d'Ansible. Pour tous les gens qui pensent que c'est une conférence sur des romans de science-fiction, vous êtes trompés, c'est pas la bonne salle. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Michael Scherer. Je suis sysadmin à mi-temps dans une société qui fait du logiciel libre, que vous reconnaîtrez sans doute. Alors, normalement, c'est rouge là, je sais pas pourquoi ça passe en jaune, mais bon. Et donc en tant que sysadmin, je dois tout bêtement gérer des machines. Et je vais vous expliquer je vais vous expliquer globalement où est-ce qu'Ansible vient s'intercaler à ce niveau-là, avec plusieurs petites histoires tirées de ma vie, parce que je trouve que c'est vachement passionnant, donc j'aime bien la faire partager. Donc globalement, au début, tout le monde connaît le travail de sysadmin. Ça consiste généralement à gérer des machines, gérer des réseaux, gérer des services et ce genre de choses, gérer des utilisateurs qu'on peut également qualifier de problem as a services. Et donc, oui. Et donc, ouais, c'est bon. Il fallait me dire si vous ne m'entendiez pas, parce que bon, c'est pas sympa. Et donc, à mon travail, nous utilisons principalement, enfin, à mon travail du moins dans mon équipe, on utilise principalement Puppet et Git pour gérer les machines et divers outils contendants pour gérer les utilisateurs. Mais bien sûr, comme on est une grosse société d'à peu près 5000 personnes, on a suivi les bonnes pratiques de l'industrie et on a plusieurs équipes qui font plusieurs choses et chaque équipe étant elle-même divisée avec plusieurs focus, genre la finance, le commercial, le support, etc., etc. Ce qui a abouti évidemment à tout le monde utilise des outils totalement différents. Donc si vous avez entendu la conférence de Julien tout à l'heure, les noms doivent vous dire quelque chose. Donc CF Engine, c'est un outil comme Puppet, M-Collective, c'est un outil d'orchestration, Funk, pareil, Satellite fait plus ou moins les deux, mais pas complètement. Et donc voilà, la situation au sein de la boîte, c'est en fonction de l'équipe, vous avez des outils différents qui effectivement sont tous globalement bons et font le travail. Et il n'y a pas du tout personne à part moi qui utilise l'outil que je vais présenter. Enfin, moi et un collègue au Japon. Donc la tâche qui m'a amené à me pencher sur Ansible, c'est principalement la problématique des updates mensuels. Donc quand je suis rentré dans la boîte, mon équipe venait de se créer, donc on n'avait pas vraiment de procédure autre que de ne pas respecter ce que les autres équipes font, procédure classique. Et on avait tous les mois des updates à faire. Parce que pareil, c'est vachement bien d'être à jour, ça évite les problèmes de sécurité, etc. etc. Même si par la suite on verra que même en étant à jour, il y a d'autres choses qui arrivent. Et on avait divisé ça en groupes géographiques, globalement par l'Europe, l'Asie et les Amériques. Et donc on avait manuellement, on devait faire les upgrades des 20 serveurs. Donc manuellement, c'est se connecter par SSH, faire un update, vérifier que ça marche, rebooter, etc. Alors c'est très vite chiant, par exemple au bout de 2 heures. Et c'est là que j'ai commencé à regarder du côté d'Ansible pour pouvoir faire en sorte que la machine fasse le boulot à ma place et que moi je puisse faire d'autres choses comme discuter sur IRC, jouer à Quake, faire du vrai boulot, etc. etc. Et donc Ansible, c'est un outil qui pourrait paraître tout simplement comme une boucle for avec un SSH au milieu, améliorée. Alors effectivement, c'est comme ça que je voulais m'en servir. J'ai des collègues qui avaient écrit de superbes scripts bash qui faisaient juste ça, des for SSH et qui mettaient à jour toutes les machines. Bien sûr, ça avait certains problèmes, comme le fait que quand il y avait un problème sur une machine, on ne voyait pas de laquelle ça venait, ou ça devait les faire une par une, ou ce genre de choses, où la liste n'était pas tenue à jour. Enfin bref, c'était pas terrible, mais ça permettait de gagner du temps, tant qu'on perdait à maintenir les scripts à jour et tant qu'on perdait à refaire chacun les scripts de notre coin. Mais bon, on n'est pas parfait. Donc c'est un outil en GPLv3, c'est en Python, sinon je serais bien entendu pas là pour en parler. Je pourrais parler de Puppet, mais je pense que ça n'aurait pas sa place. Et le premier usage qu'on en fait en général, c'est de l'orchestration. L'orchestration, c'est, comme son nom l'indique, c'est orchestrer les choses. C'est par exemple lancer une série de tâches sur plusieurs machines. Alors ça, il y a déjà plein de choses qui le font. Il y a tous les scripts que tous les admins ont déjà écrits. Il y a des choses comme M-Collective, il y a des choses comme Funk, etc., etc. La grosse différence entre tous ces outils et Ansible, en dehors du fait que je parle d'Ansible et pas du tout des autres outils, c'est que Ansible n'a pas besoin d'agents. C'est-à-dire que vous voulez utiliser Funk, vous êtes obligé d'abord de déployer un système de gestion de certificats. Ensuite, vous déployez l'agent Funk et ensuite, normalement, c'est censé marcher. Avec Ansible, ça se base directement sans agent en réutilisant SSH. Parce qu'on part du principe que globalement, SSH tourne sur toutes les machines. Si je faisais rapidement un vote à main levée sur le nombre de serveurs SSH que les gens ont,
tout le monde lèverait la main. Moi, je serais obligé de lever la main 3 fois parce que j'ai 2 téléphones avec SSH, plus mon portable. Donc, on est à peu près d'accord que c'est omniprésent, que c'est facile à utiliser, que c'est sécurisé, ce qui est quand même vachement important pour quelque chose qui est censé gérer toutes vos machines. Et donc, l'idée, c'est vous proposer des commandes. Donc, les commandes sont rassemblées dans ce qu'on appelle un playbook. C'est un fichier, c'est un bête fichier en YAML, parce que les développeurs d'Ansible avant avaient travaillé chez Puppet Lab, ils avaient été un peu frustrés par le côté DSL. Ils avaient été également frustrés, je pense, par le fait d'utiliser un langage complet pour décrire les choses. Donc, ils se sont dit, on va faire du YAML, c'est lisible, c'est simple, c'est utilisable par une machine. Et globalement, c'est juste le déroulement d'une suite de commandes. Alors, comme l'espace est limité, je n'ai pas pris l'exemple du script que j'utilise pour faire les updates de machines. À la place, j'en ai pris un autre, qui est également en production, mais pas de moi, qui globalement explique comment nettoyer Memcache sur plusieurs serveurs. Donc, comme vous voyez, c'est relativement lisible. Vous avez le nom, vous avez les autres sur lesquels ça s'applique, une directive pour dire d'en faire un à la fois. C'est comme rebooter les serveurs, il ne faut pas tous les rebooter en même temps, c'est pas bon. En tout cas dans un cluster. Et puis la tâche, qui consiste juste à faire un echo flush all pipe sur quelque chose. Donc ça, c'est relativement simple. C'est ce que le projet Fedora utilise pour nettoyer de temps en temps les caches. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que normalement, c'est pas le genre de choses qu'on est censé faire selon moi. Et donc tout ça nous amène au mois d'avril, où j'ai fait un premier test avec Ansible, et où ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que ça se basait sur Paramico. Paramico, c'est une bibliothèque qui permet de faire du SSH. Et ça supporte globalement les mots de passe ou les clés. Et nous, il se trouve qu'on utilise quelque chose que personne d'autre n'utilise dans le monde, à savoir Kerberos. Enfin, j'exagère, il y a des gens qui l'utilisent, mais à part les universités, j'ai jamais vu personne. Et nous. Donc finalement, à la fin, en faisant du lobbying, en expliquant que ce serait bien de faire quelque chose, on s'est décidé sur Funk et Taboot, qu'on utilise encore de nos jours, même si le premier n'a plus l'air très vivant et le deuxième également. Mais bon. Donc on pourrait dire, finalement tu nous as raconté que tu n'as pas utilisé Ansible, effectivement. Mais c'est là qu'intervient un nouveau protagoniste, à savoir des utilisateurs qui interviennent avec pertes et fracas. Donc parmi les tâches que j'ai à faire à mon travail, c'est s'occuper des file serveurs. Les utilisateurs, d'une manière générale, produisent des documents, produisent des choses, et il faut les stocker. Parce que c'est le business, on les paye pour ça. Bon. Et il se trouve qu'on a des utilisateurs qui sont à un niveau, qui connaissent pas Linux, ça va. On en a qui connaissent bien, et puis on a entre les deux certains qui se disent que c'est une bonne idée de mettre 777 sur leur home. Ça, c'est globalement la réaction de mes collègues de l'équipe sécurité quand ils ont repéré ça. Parce que moi, j'ai repéré qu'il y avait de drôles de couleurs quand je faisais LS. Et donc, très vite, ça nous est retombé dessus, le besoin d'inspecter tous les serveurs pour voir s'il n'y en a pas d'autres qui avaient eu le même genre d'idée créative que cette personne. Et donc là, si on avait demandé, je pense à peu près n'importe qui n'avait pas vu ma présentation, les gens l'auraient fait avec un serveur à la fois, avec procédure, déploiement et tout le tralala. Et moi, je me suis retrouvé à utiliser Ansible parce que j'en avais vraiment envie. Et donc, on peut également faire des commandes sans écrire de fichier playbook, par exemple ça. Donc, c'est un des intérêts d'Ansible, c'est d'être simple, et je vais le démontrer. Donc d'abord, il y a la commande, Ansible. Vous avez l'option "-i" pour dire quelles sont la liste des machines qu'on veut vérifier, en précisant qu'on les veut toutes. On peut mettre des groupes de machines, mais là, dans ce cas-là, ça ne s'applique pas. On lui dit d'utiliser le module script, "-m" comme module, et l'argument /tmp verifhome, qui est un script que j'ai fait, qui va faire des finds, etc., qui va me lister le nom des personnes. Et globalement, j'ai fait ça, et le temps d'inspecter tous les serveurs, ce qui a pris quand même du temps, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui créent beaucoup de documents. J'ai trouvé la liste des coupables à qui on a expliqué qu'il ne fallait pas le refaire. Ils ne nous ont pas écoutés, ils l'ont refait par la suite. Donc maintenant, on est passé dans l'étape au-dessus de l'escalade. On va faire un cron qui va remettre les permissions comme il faut. Comme ça, on va voir lequel des deux va se lasser en premier. Je pense que ça ne doit pas être cron. Et donc voilà. Donc là, le but d'Ansible, c'est effectivement d'être simple. Je pense que là, il y a difficilement moyen de faire plus simple. J'ai choisi un exemple exprès. Mais à côté de ça, il est également très extensible. Donc par exemple, là, vous avez vu que j'ai dû prendre un fichier d'inventaire que j'ai tapé à la main avec mes petites mimines, mais on n'arrête pas de rajouter des serveurs, d'en retirer. Et ça, c'est pas très pratique. Donc on peut également réutiliser un script qui va nous générer la liste des machines. Si vous avez déjà, par exemple, Puppet, on a nous-mêmes un script qui va gérer qui va sortir la liste de toutes les machines via Puppet. Et voilà, si vous utilisez un système de CMDB, vous pouvez.
Si vous utilisez n'importe quoi, quelque chose qui génère le nom des machines à partir de la date parce que ça vous amuse, ben, vous pouvez le plugger de la même façon. Pareil, vous pouvez rajouter des commandes comme vous voulez. Alors pour le moment, j'ai pas réussi à trouver le besoin de créer mon propre module. J'ai surtout corrigé ceux des autres parce que je m'ennuyais dans le RER. Mais par exemple, vous pouvez faire des choses aussi amusantes que ça. Donc le script tilde bin list RH va lister tous les portables des commerciaux. Je précise le bureau, à savoir le bureau de Paris. Et je fais jouer la marche de l'Empire. Comme ça, je peux enfin faire comme Dark Vador quand il rentre dans le vaisseau de Leila pour assouvir mes fantasmes. Alors vous pouvez également l'utiliser au sein d'un script Python. Si vous n'êtes pas fan de faire des commandes longues, vous pouvez directement taper dedans. Vous avez une API extrêmement simple. La première version du script que j'avais fait pour chercher les utilisateurs à punir était exactement ça. Juste quelque chose qui lançait une commande partout et qui traitait le retour en Python. Vu que tout est fait via du JSON, c'est relativement facile à traiter avec n'importe quoi. Et surtout, un gros avantage, vous pouvez l'utiliser sans être root. Parce que je ne suis pas root sur tous les serveurs. Enfin, je veux dire, je pourrais l'être, mais je pense que ce serait illégal. Et là, vous pouvez l'utiliser par exemple pour déployer des choses dans votre home, comme ce que je faisais quand j'étais à la fac, où il y a des gens qui avaient commencé à déployer des choses dans leur home, puis piquer le home des autres personnes qui n'étaient pas venues au premier cours, où on les expliquait comment changer le mot de passe qui était affiché sur la porte. Donc forcément, on s'était retrouvé avec beaucoup plus d'espace que prévu. On contournait les quotas avec ce genre de choses. Enfin bref. Donc ça, c'était globalement l'usage pour des choses ad hoc comme ça. Et ensuite, un autre intérêt, vous pouvez vous dire, bon, c'est un outil d'orchestration, c'est bien joli, mais on en a déjà des tonnes. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? L'intérêt, c'est également de pouvoir remplacer des choses comme Puppet et Chef. Alors, dans une certaine mesure, parce que je continue à penser que Puppet et Chef sont des outils extrêmement matures qui permettent de vraiment gérer des grosses infrastructures. Mais si vous n'avez pas énormément de serveurs ou si vous n'avez pas une équipe très conséquente de 500 personnes, je pense que Ansible fait parfaitement l'affaire. Alors moi, je gère mes serveurs, je suis tout seul, j'arrive à me coordonner avec moi-même en général. Je ne me contredis pas, j'ai pas de soucis à ce niveau-là. Mais par exemple, Fedora, le projet Fedora, utilisait Puppet. Et ils ont eu... Pardon ? Ok, non, je vois quelqu'un. Et ils sont tombés sur divers soucis avec Ruby et les incompatibilités entre les versions de Puppet. Alors, j'aime beaucoup Puppet, mais je dois reconnaître que le problème principal que j'ai, c'est que j'ai de vieilles versions de distribution qui sont plus vraiment maintenues, par exemple des Mandriva 2010, et j'ai à côté des nouvelles versions de distribution, par exemple des Fedora 19.20, qui elles sont maintenues, qui sont à jour, et qui du coup ont besoin d'un Puppet beaucoup plus récent que ce qu'il y a sur le serveur. Et le problème, c'est que Puppet tire une version spécifique de Ruby, donc je ne peux pas mettre à jour d'un côté, mais je ne peux pas mettre à jour de l'autre. Et j'ai déjà bien étendu au niveau de la compatibilité, mais j'ai d'un côté un 2, on en est combien au 2.6 et un 3 de l'autre, et ça ne se parle pas. Donc pour moi, c'était vraiment un bête problème tout con de la version de l'agent est différente de la version du serveur, et ça donne des messages d'erreur totalement pas clairs, comme impossibilité de décoder tel format, ou quand on cherche, on tombe que sur des réponses génériques. Ils auraient pu mettre segfault, ça aurait été à peu près plus direct pour comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on ne sait pas quoi. Et donc du coup, ce que les développeurs d'Ansible ont proposé, c'est de réutiliser le système de playbook pour faire des commandes et s'assurer que toutes les commandes soient idempotent. C'est-à-dire que si je veux qu'un paquet soit installé, je dis le paquet doit être installé. S'il est déjà installé, il ne se passe rien. S'il n'est pas installé, il l'installe. Et en réutilisant ce genre de système, on peut finalement avoir un système de rôle par machine. Par exemple, je dis, voilà, cette machine, ce portable-là, c'est une station de travail, donc tu vas installer tous les outils nécessaires à la station de travail, le démineur, le solitaire, un client IRC, et hop, c'est le rôle station de travail. Si j'ai un serveur, je vais faire pareil, je vais installer IRC, un serveur Minecraft, un serveur Quake, etc. Et le rôle, c'est l'installation de paquets, c'est la mise en place de services, c'est-à-dire s'assurer que le service tourne, s'il ne tourne pas, le lancer, s'assurer qu'il y a de la config. Si la config change, relancer le service. Enfin, des trucs extrêmement classiques pour les gens qui connaissent Puppet. Et malheureusement, pour les gens qui ne connaissent pas Puppet, je ne pense pas pouvoir résumer ça en 5 minutes. Et l'idée, c'est effectivement de faire des bouts de playbook réutilisables. Si je veux avoir la partie IRC sur mon portable et sur mon serveur, je fais cette partie-là qu'une seule fois dans un rôle et je l'applique sur chaque machine.
Donc tout ça, voilà, c'est du déploiement de configuration, tout ce qui est plus classique. Comme tous les systèmes de déploiement de configuration, on sait pertinemment que toutes les machines ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, il y en a certaines qui ont plus de RAM que d'autres, il y en a certaines qui ont de plus gros disques, il y en a certaines qui sont en test, il y en a certaines qui sont placées dans d'autres endroits, dans d'autres data centers, avec d'autres distributions, etc., etc. Et donc pour ça, on peut interagir en récoltant des variables. Donc par exemple, une variable, ça va être la version de votre distribution. Tel truc est une Debian Lenny, telle machine est dans tel data center avec tel IP, pour pouvoir ensuite remettre ça dans les templates, remettre ça dans des trucs tout cons comme les paquets que vous déployez, etc. etc. Donc pour ça, ça s'appuie sur des outils qui s'appellent Factor et OI. Les gens qui connaissent Puppet connaissent sans doute Factor, c'est juste ça, ça donne des faits. Et OI, c'est pareil, sauf que c'est pour chef. Les deux sont écrits en Ruby. Et Ansible a son propre module pour être sûr de vraiment pas louper que votre machine a telle adresse IP. Et il demande 3 fois l'adresse IP. Une fois avec ça, une fois avec OI, une fois avec Factor. Bon. À partir de là, vous pouvez le mettre sur des templates. Vous pouvez utiliser des templates basés sur Jinja 2. Alors contrairement à d'autres systèmes qui sont comme Salt, qui est globalement, je dirais, le concurrent d'Ansible, dans le sens où ils sont tous les deux en Python et dans le sens où ils sont tous les deux présentés aujourd'hui. Vous pouvez utiliser que Jinja 2 pour les templates. Si vous avez besoin d'autre chose, vous préférez autre chose, malheureusement, pour l'instant, c'est pas prévu. Mais bon, Jinja est quelque chose d'extrêmement connu, qui, si je me souviens bien, a été basé sur Django, qui est assez simple. Donc voilà. Et pour terminer, vite fait, parce qu'il me reste globalement quelques minutes, en fait, il y a plein de choses en dehors de ce que j'ai montré à travers mon usage. Donc vous avez déjà tout ce qui est orchestration diverses et variées. Donc j'ai écrit un module parce que, encore une fois, je m'ennuyais dans le RER pour ne pas orchestrer des serveurs, mais orchestrer des LXC. C'est-à-dire que j'ai la liste des LXC sur ma machine et je peux déployer un /etc MOTD directement. Il y a des systèmes de création de VM qui sont intégrés. Donc vous lancez la commande et ça va vous créer une VM sur OpenStack, sur Amazon, sur DigitalOcean, sur tous les trucs à la mode. Moi, je m'en suis servi également. En fait, le projet Fedora a un système de karma pour les paquets mis à jour. Et on a un système de badge quand on fait suffisamment de tests. Donc moi, je suis feignant, j'ai fait un système de tests automatisé pour que ça récolte des badges à ma place. Donc grâce à ça, je crée des machines virtuelles, j'installe les paquets, je lance des tests que j'ai écrits avec Ansible, et si ça marche, je considère que ça marche, et hop, je dis ça marche, et hop, à moi le point. Alors je dis pas qu'on peut remplacer Jenkins, parce que Jenkins fait déjà beaucoup de choses, fait tout de manière automatisée. Moi, j'ai fait les choses à la main en 5 minutes. Mais je pense que si vous voulez créer des tests plus compliqués que des tests locaux, vous pouvez vous pencher sur Ansible parce qu'il va vraiment vous permettre d'orchestrer complètement les machines. Toujours pareil au sein du projet Fedora, alors j'ai oublié de le préciser mais j'en suis membre, des gens ont proposé par exemple le déploiement de LiveCD. Actuellement les LiveCD c'est des choses qu'on fait avec un mélange de Kickstart, Kickstart étant un système qui vous démarrez en réseau et au lieu de faire l'installation de cliquer, cliquer, cliquer et de facturer le client sur la demi-heure que vous avez passé à installer le serveur, vous faites un kickstart, vous facturez quand même le client une demi-heure parce que vous étiez là, mais les boutons se cliquent tout seuls. Et c'est également ce qui est utilisé pour créer les live CD, c'est-à-dire qu'on installe une machine et ensuite on fait une bidouille et hop, ça fait un live CD. Et l'idée c'était de remplacer Kickstart, qui reste quand même, soit vous avez les options que vous connaissez et puis vous faites tout en shell, soit vous ne pouvez pas le faire, par Ansible, avec l'idée d'unifier effectivement le déploiement d'une machine dans le cloud et d'un live CD. Et il y a plein de gens qui ont plein d'idées, parce que l'outil est très simple, et en même temps, il permet de faire plein de choses. Alors je dis pas que c'est des choses qu'on peut faire qu'avec Ansible. On peut les faire avec Puppet, déployer ma config utilisateur, je l'ai fait avec Puppet. Ça n'a pas super bien marché, mais je pense que ça aurait pu être corrigé assez facilement. Mais il n'y a pas de principes géniaux pour ça. Et donc, je vous invite à aller voir le site web, qui va vous rediriger vers le site de la boîte qui a fait ça. Malheureusement, je trouve que c'est pas que je trouve ça pas terrible, mais je préférais qu'il y ait la doc en place, mais bon. Et si les gens ont des questions, d'après mon compteur, il reste 5 minutes. Oui. Alors, 2 points pour compléter les exemples d'utilisation. J'en ai un qui est assez terrifiant. Il y a Ansible qui permet de configurer un routeur ou un switch complet. Ça s'appelle Ansible Junos, ça marche pour les équipements de Juniper. Donc ça, c'est un exemple original. Ma question, c'est sur la différence entre l'approche d'Ansible et des outils comme Puppet et Chef.
Nous, on fait du chef et on tenait à avoir quelque chose de plus structuré pour partager des recettes entre collègues et pour éviter l'exubérance des scripts maison. Donc il y a des ressources, c'est quelque chose d'assez régulier. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque ou ce problème de laisser faire un peu n'importe quoi avec Ansible et de ne pas avoir d'uniformité dans la façon de déployer, la façon de faire? Alors, je pense que pour le moment, il doit y avoir effectivement le risque. Par rapport à Chef, dans mon souvenir, Chef est configuré entièrement avec du Ruby. Donc le problème, c'est quand on commence à donner un langage de programmation aux admins, ils sont quand même pas développeurs, ça donne parfois des trucs très bien, hein, et parfois pas. Alors, et l'autre, alors oui, effectivement, il y a une DSL, enfin c'est une DSL en Ruby qui existe. L'autre point vis-à-vis de, enfin pour moi, en faveur d'un outil comme Ansible, c'est que c'est du YAML. Donc c'est beaucoup plus facile de créer quelque chose qui va parser le YAML, faire des vérifications automatiques et dire, bon bah voilà, maintenant, une règle toute bête, c'est d'abord on installe les paquets, ensuite on lance le service. Bah, ça, c'est des choses qu'on peut vérifier facilement avec du YAML, ce genre de choses. On utilise beaucoup YAML au travail avec Puppet et on a des systèmes qui vont vérifier la structure des tags, on peut vérifier que telle chose est dans tel range, etc. etc. Donc on s'assure qu'effectivement les gens ne puissent pas committer n'importe quoi. Et c'est le genre de choses qu'on peut faire très difficilement avec quelque chose comme une DSL custom comme celle de Puppet ou avec du Ruby directement, parce que parser du Ruby, bah, c'est beaucoup plus compliqué que du YAML. Je ne peux pas passer du Ruby avec Python alors que je peux passer du YAML avec Python. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'on peut éviter les abus. Ensuite, effectivement, pour le moment, c'est quand même un outil un peu jeune qui a, je pense, moins de 2 ans. Et contrairement à Puppet, qui a des choses comme Puppetlint qui va vérifier que le style est correct, contrairement, j'ai des collègues qui sont assez balèzes, qui ont réussi à s'interfacer avec le système de parsing de Puppet pour faire des checks directement au commit. Mais même moi qui connais bien Puppet, je dois reconnaître que c'est à un niveau beaucoup plus haut que ce que j'aurais fait. Donc c'est faisable mais c'est difficile, alors qu'avec du YAML, c'est quasiment trivial. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut éviter les abus. Bonjour. Vous avez mentionné un outil... Tu sais, tu peux me tutoyer, hein, tu me tutoies avant, tu me tutoies après. Donc, tu as mentionné un outil qui a aussi en Python, qui utilise aussi YAML, c'est Salt. Donc, oui. Que je connais vachement mieux, je suis content d'avoir assisté à ta conférence. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des convergences? Moi, je ne connais pas du tout Ansible, donc tu penses qu'il peut y avoir des convergences et des réutilisations de recettes de l'un vers l'autre à terme? Pas aujourd'hui, mais... J'avais commencé à regarder. En fait, j'ai codé le support, alors pour l'instant il n'a pas été mergé, pour pouvoir utiliser Ansible par-dessus Funk, parce que je pense qu'à terme, on va bien se rendre compte au boulot que Funk n'existe plus. Et je me suis dit, je vais faire pareil avec Salt, comme ça on peut utiliser des scripts Ansible. Si vos admins ont déployé Salt, vous pouvez continuer à faire les choses en douce, d'où le titre de la conférence pour les sysadmins guerrilleros, parce que moi je l'ai déployé sans demander personne. Hein. Et je pense qu'il peut y avoir des convergences. J'imagine que comme dans les deux cas c'est du YAML, on peut imaginer faire quelque chose qui convertit de l'un vers l'autre. Maintenant, c'est pas trivial et je suis pas sûr que les gens se jettent dessus pour ça. Parce que Salt fait très bien le boulot, il tourne bien, il fait globalement la même chose qu'Ansible avec juste une approche différente. Et j'invite les gens qui veulent avoir plus d'informations à aller au talk demain sur le sujet. Donc je pense qu'il peut y avoir une convergence, mais je vois franchement pas quelqu'un le faire comme ça. Disons que les deux font... L'intérêt d'Ansible, c'est que tu peux t'en servir sans avoir d'agent. La dernière version de Salt permet d'être utilisée sans agent. Donc je ne vois pas forcément de raison pour quelqu'un de changer, à part s'il y avait de gros soucis avec Salt ou autre chose. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Il reste 40 secondes pour tenir exactement les délais. On a commencé en retard. Bah oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut propager le retard, je veux dire, c'est comme à la SNCF. Hein.